Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le docteur Gayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Comme dirait le docteur House, tous les patients mentent. Aujourd'hui, nous allons vous donner 10 conseils à prendre en compte avant d'entrer dans une salle d'opération. Pour cela, nous avons avec nous un médecin anesthésiste qui répondra aux questions les plus fréquemment posées par les patients avant d'entrer en salle d'opération. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il va maintenant se présenter brièvement. Tout d'abord, je voulais vous remercier de votre présence ici. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté cette invitation. Nous savons qu'il est très difficile de concilier les agendas et nous vous remercions de l'effort que vous avez fait pour être avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter brièvement? Bien sûr, je m'appelle Gérard Mestrès. Je suis médecin anesthésiste depuis 7 ans. J'ai été formé à Barcelone et j'ai également réalisé ma spécialité dans un hôpital public de la province de Barcelone. Comme je le fais avec tous les invités qui viennent ici, je vous pose la question de rigueur. Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité? Dans votre cas, pourquoi avez-vous choisi l'anesthésiologie? Eh bien, je pense que l'anesthésie est une spécialité très peu connue. Mais une fois que vous la connaissez, vous voyez qu'elle est très complexe et qu'elle a de nombreuses options, comme le bloc opératoire, le maintien du patient pendant la chirurgie, la résolution de complications s'il y en a, le patient critique post-opératoire. Il y a aussi la partie de la douleur. C'est une spécialité très complexe, très intéressante. Il faut avoir beaucoup de physiologie, bien connaître les opérations, les complications, savoir réagir. Et c'est un domaine que j'aime beaucoup. Très bien, parfait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, des questions ou des doutes que les patients ont lorsqu'ils entrent en salle d'opération. Il s'agit de 10 conseils que nous allons leur donner pour bien se préparer avant d'entrer en salle d'opération. Le premier sujet que nous allons aborder est celui du jeûne. J'en ai parlé l'autre jour avec le docteur Subirana. Pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, je les invite à la regarder car c'est aussi une interview très intéressante sur les mythes en anesthésie. Et aujourd'hui, nous allons donner des conseils pour la préparation avant d'entrer en salle d'opération. Le premier sujet, comme je le disais, est le sujet du jeûne. Un sujet très important, surtout compte tenu du fait qu'il est l'une des principales raisons d'annulation radicale de la chirurgie, surtout en chirurgie programmée. Pourquoi le jeûne est-il si important? Pour nous, il est très important de minimiser les risques pendant l'anesthésie et la chirurgie. Donc, si un patient n'est pas à jeun, le risque augmente pendant une sédation ou une anesthésie générale, car le contenu gastrique peut se retrouver dans les voies respiratoires et les poumons. Pour minimiser ce risque, ce qui est fait, c'est de maintenir le jeûne pour vider le contenu gastrique. Alors, combien de temps de jeûne avons-nous besoin? Devons-nous jeûner pendant 24 heures avant une intervention chirurgicale? Par exemple, avant d'aller en discothèque, les gens ont tendance à manger et à bien manger pour supporter l'alcool. Et dans le cas d'une intervention chirurgicale, on pourrait avoir tendance à manger peut-être 2 heures avant et à jeûner pendant 2 heures. Quels sont les temps à prendre en compte? Les recommandations sont de 6 heures pour les solides ou les liquides tels que le lait, si c'est un repas léger avec peu de graisse, et de 8 heures si c'est un repas copieux avec beaucoup de graisse. Les liquides sont différents. On peut prendre de petites quantités de liquides clairs tels que de l'eau, du thé, du café sans lait, du jus sans pulpe, jusqu'à 2 heures avant la chirurgie. Donc, 6 heures pour les solides et 2 heures pour les liquides clairs. Exactement. D'accord, donc pas de café au lait, mais oui du café simple. Exactement. Le deuxième point dont nous allons parler concerne les médicaments que les patients prennent habituellement à la maison. Nous savons que la population vieillit de plus en plus et que les gens prennent de plus en plus de médicaments pour la tension, le sucre, le cholestérol, etc. Ces médicaments doivent-ils être arrêtés, maintenus? Que faut-il faire avec la médication que l'on prend habituellement? Eh bien, cela dépend du médicament. Il est très important que lors de la visite pré-anesthésique, où le médecin anesthésiste évalue tous les antécédents et tous les médicaments que le patient prend, il décide des médicaments qui doivent être suspendus avant la chirurgie. Certains peuvent devoir être arrêtés quelques jours avant, tandis que d'autres peuvent même être pris avec une gorgée d'eau le jour de la chirurgie. D'accord. C'est pourquoi il est important de suivre les conseils donnés lors de la visite pré-anesthésique.
C'est également pourquoi nous accordons une grande importance à la visite préopératoire. Il est très important de la faire à temps pour pouvoir ajuster tout cela. Exact. Il est donc important de préparer tous les médicaments que l'on prend habituellement et de les expliquer aux médecins anesthésistes. Parfait. Le troisième point que nous aborderons est le sujet de l'alcool, du tabac et des drogues. Chaque jour, les gens fument davantage, les jeunes boivent à un âge de plus en plus précoce et la consommation de drogue, surtout de cocaïne, augmente considérablement, ce qui est un sujet très important pour nous en chirurgie. Quelles sont les considérations à prendre en compte si nous allons subir une chirurgie ? En sachant que tôt ou tard, nous avons également des patients consommateurs de ces substances en salle d'opération. En plus des avantages pour la santé de ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, ne pas abuser de l'alcool ou de la consommation de drogue au quotidien, il est très important de suspendre cette consommation avant une chirurgie, en particulier pour les drogues. 15 jours avant, en raison des altérations qu'elles peuvent avoir au niveau des médicaments que nous administrons pendant l'anesthésie, et des effets qu'elles peuvent avoir, en particulier au niveau cardiaque, dans le cas de la cocaïne. Lorsque vous parlez d'effets cardiaques, faites-vous référence au fait que le cœur peut battre un peu plus vite, un peu plus lentement? Ou quoi? Dans le cas de la cocaïne, bien qu'il y ait un faible risque, il existe la possibilité de provoquer des arythmies, c'est-à-dire que le cœur peut battre à un rythme différent de celui habituel. En outre, cela peut affecter le patient à différents degrés et peut même entraîner une crise cardiaque. Très bien. Il faut tenir en compte, ce n'est pas une plaisanterie. Les patients qui consomment de l'alcool de manière chronique habituelle, quel est leur impact sur l'anesthésie? La consommation d'alcool de manière chronique a un impact plus grave sur le corps, notamment sur différents organes, en particulier le foie, qui est l'organe principal qui élimine nos médicaments que nous utilisons en anesthésie, ainsi que le rein. D'accord. Donc l'élimination de ces médicaments sera affectée chez les patients qui consomment de l'alcool de manière habituelle. De plus, la consommation chronique d'alcool peut entraîner, après une chirurgie, lorsque la consommation cesse, une abstinence qui augmente le risque de délire, par exemple en post-opératoire. D'accord, parfait. Il faut en tenir compte. Et maintenant le tabac, qui est également notre grand combat. Et parce qu'il est également très difficile pour les fumeurs habituels d'abandonner leur habitude avant une chirurgie. Quels sont les conseils à cet égard? L'idéal serait d'arrêter de fumer entre 4 et 8 semaines avant une chirurgie, afin que la récupération au niveau respiratoire ait un peu progressé. C'est difficile. Très difficile, mais nous savons que pour un patient déjà confronté au stress de la chirurgie, il est très difficile d'arrêter de fumer avant l'opération. Donc la plupart des patients continuent de fumer. Quel impact cela a-t-il sur l'anesthésie, le fait de fumer? Les patients qui fument, en particulier de manière chronique, ont plus de complications respiratoires, augmentation de la bronchite chronique, patients atteints de MPOC. Pour nous, il peut y avoir une hyperréactivité bronchique, ce qui signifie une augmentation des sécrétions que produit le tractus respiratoire. Pendant l'anesthésie générale ou au réveil, cela peut augmenter le risque de complications. D'accord, d'accord. À prendre en compte. Ceux qui le peuvent essaient d'arrêter de fumer quelques semaines ou un mois avant la chirurgie. Le quatrième point que nous aborderons concerne un sujet un peu particulier, car il me semble que nous violons un peu l'intimité des patients. Car dire à quelqu'un de se doucher avant de venir, c'est un peu délicat. Pourquoi est-il si important de se doucher avant la chirurgie? Et comment? Il est conseillé de prendre une douche le jour même de la chirurgie avant l'opération pour minimiser le risque d'infection au niveau post-chirurgical, après l'opération. Bien qu'après, pendant la chirurgie, la zone à opérer soit toujours désinfectée, il est important de prélaver cette zone avec une douche à la maison ou à l'hôpital avant l'opération. Maintenant, nous aborderons le cinquième conseil. Et ce conseil concerne un peu les habitudes des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire le sujet des piercings, des objets métalliques que nous avons dans le corps. Dans quelle mesure cela affecte-t-il l'entrée dans une salle d'opération? Car il faut enlever tout ce qui est métallique.
Pendant les chirurgies, on utilise habituellement un bistouri électrique qui crée un courant qui sort du corps par une plaque. Mais lorsqu'il y a un objet métallique dans le corps, cela peut perturber ce circuit. Il est donc conseillé qu'il n'y ait rien de métallique qui puisse interférer avec ce circuit pour éviter les brûlures. Ah, parce que les patients peuvent vraiment se brûler. C'est peu fréquent, et avec le circuit fonctionnant, il ne se passerait rien. Mais on essaie d'éviter que cela arrive. Maintenant, nous allons parler du 6e point. Le 6e conseil que nous devons donner aux patients qui doivent subir une opération, qui est le thème qui a été expliqué un jour dans l'une des chansons Plutôt morte que simple. C'est le sujet des vernis à ongles, du gel et de la porcelaine et tout cela. Pourquoi est-il si important le thème des ongles et du gel en salle d'opération? Pendant les opérations, nous surveillons la quantité d'oxygène dans le corps. Pour le faire, nous utilisons un dispositif, qui est une pince que l'on met sur le doigt. Et à travers de l'ongle, elle lit cette quantité d'oxygène. Donc, si nous mettons des couches comme la porcelaine ou le gel, il se peut dans certains cas que cela altère cette lecture et que la valeur qui nous soit donnée soit fausse. Alors, il est conseillé d'avoir au moins un ongle sans vernis. Il n'est pas nécessaire de les enlever tous. Exactement. Au moins un. Avec cela, nous serions déjà très bien. Et le 7e conseil que nous allons donner aujourd'hui est le thème de la crème hydratante, allant un peu dans la même ligne que dans le point précédent. Nous, les femmes, sommes un peu coquettes. Et bien sûr, nous n'allons pas en salle d'opération comme si nous allions aux toilettes. Donc il est toujours conseillé d'aller le plus coquette possible avec du maquillage, de la crème, etc. Quel est l'obstacle que cela nous pose en salle d'opération en tant qu'anesthésiste? Est-il important de faire une remarque à ce sujet? Ce n'est pas ultra important, mais la couche que peut provoquer la crème hydratante un peu grasse ou le maquillage peut affecter le nettoyage avant l'opération, augmenter le risque d'infection ou également pour nous, car nous pouvons utiliser différentes étiquettes pour pouvoir surveiller, et cela peut également faire en sorte qu'elles ne collent pas bien à la peau. D'accord, maintenant je comprends, car c'est un sujet qui m'avait toujours un peu perplexe. Mais maintenant je comprends parfaitement. Est-il si important d'enlever les lentilles de contact, compte tenu que les grands myopes, à qui on enlève toutes les lentilles ou les lunettes, ne voient rien? Est-il vraiment important d'enlever les lentilles de contact avant d'entrer? Pendant l'opération, on perd le clignement des yeux sous anesthésie générale. Donc la lentille ne cesse d'être un corps étranger qui peut provoquer des ulcères au niveau de la cornée. Il est donc conseillé de retirer les lentilles, de descendre en salle d'opération avec des lunettes. Puis, une fois de retour dans la chambre, on peut remettre les lentilles afin de minimiser les risques. D'accord. Donc nous minimisons les risques. Parfait. Le 9e conseil que nous aborderons aujourd'hui concerne les prothèses dentaires pour les patients plus âgés qui utilisent des prothèses dentaires amovibles. Il faut également tenir compte du fait que les patients peuvent se sentir complexés lorsqu'ils les enlèvent et ne veulent pas se voir sans leurs dents. Il est vraiment important de retirer les prothèses, car comme nous l'avons dit précédemment, elles ne sont pas en métal et ne sont pas du maquillage. Pourquoi les prothèses peuvent-elles poser un problème? Pendant l'anesthésie, parfois une anesthésie régionale suffit, mais souvent une anesthésie générale est nécessaire. Dans ces cas, on introduit souvent un tube dans la trachée ou un dispositif appelé masque laryngué qui s'adapte à la bouche. Si une pièce dentaire ou une prothèse bouge pendant l'introduction de ces dispositifs, elle peut être avalée et se retrouver dans les voies respiratoires ou dans l'estomac. Nous recommandons donc de retirer toutes les prothèses dentaires avant la chirurgie, pour la sécurité du patient. Parfait. Pour terminer, parlons des patients qui viennent pour une opération en ambulatoire. Je pose cette question car dans certains cas de chirurgie mineure, comme la coloscopie ou la gastroscopie, nous conseillons aux patients de venir accompagnés. Certains sont venus seuls car ils ne pensaient pas que l'acte qu'ils allaient subir était important. Dans ce cas, que recommandez-vous? Venir seul ou accompagné? De plus en plus de chirurgies sont effectuées en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient peut rentrer chez lui le jour même de l'opération.
Un des critères est que les patients soient accompagnés. Cela est important, car même si certains critères de sécurité sont respectés, il peut y avoir des complications au cours des premières 24 heures. Et il est important que quelqu'un surveille le patient, l'accompagne, le récupère à l'hôpital et puisse le conduire, car un patient ne pourra pas conduire. D'accord, parfait. Nous avons maintenant vu les 10 points, les 10 conseils que nous vous donnons si vous devez subir une intervention chirurgicale. Je vais vous poser la question habituelle que je pose à tous les invités qui viennent ici. Si vous deviez renaître, si vous deviez étudier de nouveau, étudieriez-vous à nouveau la médecine? Et feriez-vous à nouveau de l'anesthésie? Absolument. Vraiment? Au contraire, j'aime de plus en plus, et je pense que c'est très important. Et en dehors de la médecine, que feriez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être pilote? Je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Eh bien parfait, merci beaucoup d'être venu. Nous savons qu'il est très difficile de concilier les agendas et tout cela. Nous vous remercions de votre présence ici et vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Comme je l'ai dit au début, selon le Dr House, tous les patients mentent. Vous avez vu au cours de cette interview que les 10 conseils que nous avons donnés, certains peuvent compromettre votre état de santé, voire votre vie. Comme c'est le cas par exemple avec la cocaïne. Il est donc très important de ne pas mentir, surtout lors de la visite préopératoire, car ce que vous dites là-bas ou ce que vous dites à l'anesthésiste peut conditionner votre vie. J'espère que vous avez apprécié l'interview. Donc si c'est le cas, vous devriez l'envoyer, la distribuer ou la partager avec vos amis, votre famille et toute personne que vous pensez que cela pourrait intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous serons heureux de vous répondre, d'accord? Nous en avons fini ici. Je vous souhaite une longue vie en bonne santé et à la prochaine vidéo. Au revoir.